Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Ici, tu as un bonjour de la Belgique. Dis-moi où tu te trouves dans le monde, mon ami. Les amis, aujourd'hui, je vais parler de quelques sujets très intéressants, quelques vidéos très intéressantes, notamment Rachel Kahn. Nous allons, oh non, il a dit, ça c'est un ministre israélien, un ministre qui dit, nous devons continuer à frapper, occuper, expulser, encourager les départs volontaires, déporter les familles des terreaux. Je dis aux citoyens d'Israël, sortez armés. להמשיך ולכתוש, להמשיך לכבוש, לגרש, לעודד הגירה מרצון, לעשות את מה שצריך, לגרש משפחות מחבלים ובאמת לעשות כאן את הכל כדי שהניצחון שלנו יהיה ניצחון. עם הנשקים שלכם זה מוכיח את עצמו, גם הפעם זה הוכיח את עצמו. צאו עם הנשקים, נשק מציל חיים. Alors, frapper, occuper, expulser, déporter. Donc, ces mots reprennent bien la logique nazie. On est bien d'accord. Prendre la terre par la force, expulser les populations considérées indésirables, réinstaller sa propre population, armer les civils pour participer à la répression. L'équivalent des SA ou une milice locale. Donc, c'est bien des méthodes nazies. Ce n'est plus de la sécurité, les amis. C'est une politique de purification ethnique. Assumée, évidemment. Exactement ce que faisaient les nazis en Europe de l'Est. Je ne fais que prendre ce que vous faites, je le remets dans le contexte de l'époque, et je regarde si ça colle. Et effectivement, dire ce genre de propos, ça colle. L'obsession est passée au territoire et à la reconfiguration démographique. Ben Gvir ne mentionne pas les otages, il parle d'occupation et d'expulsion. Preuve que l'objectif n'est pas leur libération, mais l'extension. Les otages sont devenus... Non, les otages sont instrumentalisés. Le colonel Lawrence Wilkinson. Let me preface these remarks with I never, ever believe Israeli figures. I've been in the government too long to know that the Israelis are patent liars. In their intelligence community, in their propaganda community, certainly, and in their leadership, they are inveterate liars. Let me say that again. They are liars. So you can't believe anything that comes out of Jerusalem. It's all propaganda. Ce sont tous des menteurs invétérés. La preuve, regardez bien ce qui suit. À partir du moment où vous avez une goutte de sang juif, vous faites partie des dominants et ça ne passe pas. Mais franchement, entre vous et moi, il faut vraiment la soigner. Il faut vraiment la soigner. Donc la petite cagnotte qu'on faisait entre nous pour aller finir nos vies tranquilles sur la Lune, bon, on trouvera un moyen pour respirer et tout ça, on se débrouillera. Ce sera toujours mieux là-bas qu'ici. On va prendre une petite partie d'argent et on va la envoyer pour la soigner parce qu'elle en a vraiment besoin. Dominant. Déjà, je signale quand même à cette Rachel Kahn que sans le pont aérien américain, sans les milliards de subventions annuelles, sans le veto automatique à l'ONU, sans l'argent du contribuable américain qui se saigne pour Israël, et d'ailleurs je parie qu'ils ne le savent même pas, la majorité ne le savent même pas, Israël tiendrait combien de temps sans tout ça? Parler de domination quand on vit sous perfusion de Washington, c'est plutôt de la dépendance de luxe. On revient encore sur cette folle, Rachel Kahn, encore elle. Elle a eu un clash avec Léon de Fontaine. Clash très intéressant. Lorsqu'elle est toute seule devant une caméra et lorsqu'elle a un contradicteur en face d'elle, c'est pas du tout la même chose, mais vraiment pas. Donc ce dernier, le Léon, il rappelle le combat historique et dénonce avec force les génocides en cours à Gaza. Une position visiblement pas partagée par Rachel Kahn. Vous êtes fiers d'être antisionistes.
Mais je ne suis pas. Alors, premièrement. Non, mais votre groupe, pardonnez-moi, votre groupe. Mais notre groupe a toujours été clair sur la solution à deux États, hein, Madame Khan. Sur les frontières de 67, nous avons présenté maintes et maintes fois des résolutions pour demander la reconnaissance de l'État de Palestine sur les frontières de 1967, comme le préconise le droit international. Et la protection donc, la solution à deux États. Et la protection d'Israël. Donc la solution à deux États, Madame Khan. Donc la protection d'Israël. Et la protection de la Palestine également. Et la protection d'Israël. Israël et Palestine sur les frontières de 67. C'est fou, nous avons toujours été vous favorables n'arrivez à une pas solution trop à à le deux dire, États. hein. Je suis moi-même allé en 2018 en Israël et en Palestine. J'ai rencontré des forces israéliennes qui nous disaient systématiquement qu'ils voulaient une solution pacifique, une paix juste et durable dans la région. Ça implique justement d'avoir deux États. Un État israélien protégé dans ses frontières, mais qui respecte les frontières également de l'État palestinien et qui n'occupe pas, comme il le fait illégalement depuis trop d'années maintenant, la Cisjordanie et qui se permet un génocide, et je n'ai pas peur de le dire, à Gaza. Voilà. Ah bah oui, voilà. Et donc, réponse de Rachel. Vous avez vu l'attentat aujourd'hui à Jérusalem? Oui, et j'ai vu aussi les massacres à Gaza. Ouais. Et je pleure des mêmes larmes. Vous êtes allé à Gaza? Et je pleure des mêmes larmes. Mais Madame Khan, vous savez très bien que ce n'est plus possible de rentrer à Gaza. Et je pleure des mêmes larmes. Moi, j'étais pas très loin les morts la semaine israéliens dernière. et notamment les otages israéliens et les morts du 7 octobre et les mêmes larmes que celles et ceux qui se font massacrer aujourd'hui en Palestine. Okay. Désolé, je n'ai pas de deux poids deux mesures en l'occurrence. J'ai eu des mots clairs pour dénoncer le Hamas, pour dire qu'il faut une solution à deux États, et on me dit égal, bien sûr génocide, mais vous savez, je ne suis pas le seul à le dire, et probablement que le président de la République lui-même le dira au sommet de l'ONU. C'est pour ça que je m'y oppose. Et bien, vous pouvez vous y opposer, mais vous pouvez aussi dire qu'Emmanuel Macron est antisioniste. Je vais sur le terrain. Eh oui, il n'est plus accepté en Israël maintenant. J'y suis allé en 2018, en Cisjordanie. En 2018 Oui, tout à fait. Et il y avait déjà la colonisation. Vous savez, j'étais dans une commune qui s'appelle Ramallah, bien sûr, mais pas uniquement. J'ai été à Tourkarem. Tourkarem, c'est une ville où Hébron, la ville d'Hébron, en plein milieu de la Cisjordanie. Il y a des colonies qui sont installées en plein centre-ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont installé dans le marché d'Hébron, les Palestiniens, des grilles parce que les colons israéliens, dont certains sont israéliens et français d'ailleurs, se permettent de massacrer, de tuer des Palestiniens. C'est vrai, c'est factuellement vrai. Tout le monde le dit. On a compris votre discours. Merci beaucoup. Si vous remarquez, les amis, De Fontaine reste factuel. Deux États, frontières de 1967, condamnation du Hamas et du génocide à Gaza. Il met sur le même plan les vies israéliennes et les vies palestiniennes. Il refuse toute hiérarchisation des morts. Par contre, Rachel Khan, au lieu de répondre sur le fond, elle dévie. Elle lance une question provocatrice. Êtes-vous fier d'être antisémite? Non, elle a dit, êtes-vous fier d'être antisioniste? Pourquoi elle pose cette question? Parce qu'en posant cette question, évidemment, elle déplace le débat de la colonisation et du génocide. Elle le déplace vers l'accusation morale. Forcer l'adversaire à se justifier sur son intégrité plutôt que sur le fait. Elle veut remplacer un débat politique par un procès d'intention. En gros, elle fuit le débat. C'est comme je vous l'ai dit, quand elle est seule face à la caméra, elle est très forte pour sortir des mots choquants. Nazi, antisioniste, anti-ceci, elle est très forte. Mais quand elle est face à un adversaire, elle fuit. Sa réaction devient défensive dès qu'elle entend parler de colonisation et de massacre en Cisjordanie. Elle se met directement à la position défensive. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mentionne l'attentat de Jérusalem pour déplacer le débat vers l'émotion immédiate. Après, elle pose la question à son interlocuteur. Êtes-vous allé à Gaza? Question totalement absurde, car personne ne peut y rentrer, même pas des journalistes. Elle répond elle-même et elle se met dans la panade. Sa réponse: moi, j'étais pas très loin de la semaine dernière. Pas très loin, Rachel, c'est pas Gaza. Ta question, c'était quoi? La question était: êtes-vous allé à Gaza? Toi, tu réponds: moi, j'ai été pas très loin. Pas très loin, c'est pas Gaza. C'est comme si tu me disais j'ai vu la tour Eiffel sur Google Maps. Je veux dire, c'est carrément la même chose. Cela montre que sa question était piégée dès le départ. Elle savait qu'il ne pouvait pas y répondre. C'était sûr. Desfontaines défend le droit international et paix pour les deux peuples. Khan ne parle que de la sécurité israélienne. Sa rhétorique s'effondre face à un contradicteur qui connaît le dossier et son argumentaire se vide dès qu'on sort du monologue médiatique.
Desfontaines, quant à lui, incarne la position universelle, même l'arme pour les deux peuples. Même exigence de justice. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Une mort israélienne équivaut à une mort palestinienne. La mort, c'est la mort. Il ne faut pas hiérarchiser les morts. Greta Thunberg. Où sont les médias internationaux lorsqu'il s'agit de rendre compte de l'enfer qu'ils vivent dans ce génocide? Où sont les médias mondiaux lorsqu'il s'agit de demander des comptes aux criminels de guerre, lorsqu'il s'agit de défendre? Just across the water from here, there is a genocide going on. A mass starvation committed by Israel's murder machine. Keep your eyes on Gaza. We have global media reporting about this mission. Where is global media when it comes to reporting about the hell they're going through in this genocide? Where is global media when it comes to holding war criminals to account? When it comes to defending their journalist colleagues who are being systematically targeted and killed, risking their lives, reporting about the situation in Gaza. This genocide is being enabled and fueled by our governments, our institutions, our companies, our elected officials who are supposed to represent us. End your complicity. Everyone, end your complicity in this genocide. Be human. No one is free until Palestine is free. Les amis, en l'espace de quelques heures, Israël a bombardé Gaza, la Cisjordanie, la Syrie, le Liban. Et il a attaqué un navire tunisien. Désormais, il a frappé la capitale qatari, Doha. Israël piétine les pays arabes. Il s'érige en maître par la force. Les images montrent le bombardement de Doha. À mon sens, les amis, moi je dis mon avis à moi, ce qu'Israël essaye de faire, c'est il veut embraser la région, il veut embraser le monde. Ils sont tellement à 2 pas de l'échec, comme je l'ai dit l'autre fois, ils sont tellement au bord du précipice. Il faut un petit pas et ils chutent. Grâce à leur leader Netanyahou, aujourd'hui, les sentiments universels que provoque, par exemple, la Shoah, n'est plus qu'un lointain souvenir. Car le monde, aujourd'hui, a compris qu'ils sont capables d'appliquer les mêmes méthodes que leurs anciens oppresseurs. C'est des solutions d'échappatoire qu'ils sont en train de chercher dès à présent. Soit embraser la région, déplacer le narratif vers un affrontement judéo-chrétien, donc contre l'islam, pour élargir leur champ de guerre. Intensification régionale, Syrie, Liban, Tunisie, maintenant le Qatar. Ils veulent internationaliser le conflit. Parce que si tout s'arrêtait aujourd'hui, maintenant, les mecs, ils sont condamnés. Ils sont tous condamnés, ils sont tous poursuivis pour génocide. Ils veulent absolument, absolument, absolument trouver quelque chose qui va enfin leur donner raison. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Attaquer Doha, c'est quoi? C'est mettre fin aux négociations avec le Hamas. Les amis, l'Espagne montre au monde ce que signifie avoir le courage politique. Pedro Sánchez n'a pas tremblé. Dans son discours, il a dit tout haut ce que tant d'autres nations n'osent pas. Protéger son pays est une chose. Bombarder les hôpitaux et laisser mourir de faim des enfants en est une autre. Ce qu'Israël fait, c'est exterminer un peuple sans défense. Et pendant qu'il parle, son gouvernement agit. Madrid a frappé fort avec 9 mesures historiques contre Israël. En rupture totale avec l'hypocrisie des autres capitales européennes. Embargo total sur les armes. Interdiction de transit maritime et aérien matériel et militaire. Refus d'entrée aux responsables du génocide. Blocage des produits issus des colonies. Restrictions consulaires pour les colons. Renforcement du soutien diplomatique à la Palestine. Aide accrue à l'UNRWA. Aide humanitaire renforcée pour Gaza.
C'est la première fois qu'un pays européen met en place de tels arsenal de sanctions concrètes contre Israël. Premier. Pendant que d'autres tergiversent et détournent le regard, l'Espagne, lui, agit. Voilà ce qu'on appelle, les amis, la dignité en politique. Un exemple, et cet exemple, les amis, va rester dans l'histoire. L'Espagne restera dans l'histoire comme les premiers à avoir mis des sanctions contre Israël. Et l'Afrique du Sud restera comme le premier dans l'histoire à avoir clairement dit que c'était un génocide. Bon, je ne sais pas pour vous, les amis, mais ici, on voit très clairement qu'il y a un objet incandescent qui touche le pont du navire. Il déclenche un incendie. On est bien d'accord. Pourtant, le ministre intérieur tunisien dément formellement l'attaque par drone. Il affirme que l'incendie serait d'origine interne. Il évoque un mégot de cigarette. Ou un gilet de sauvetage en combustion spontanée. Ils ne savent plus quoi inventer. Quand on voit vraiment clairement qu'il y a un bazar là qui vient du ciel, qui tombe, et c'est pas la première fois, je crois que c'est la deuxième fois. Je sais pas trop à quoi il joue. Alors, il dit qu'une enquête est en cours.